Merci d'être là. Beaucoup d'entre vous, je les connais, ils ont déjà participé activement à mes travaux d'une manière ou d'une autre. Et ce soir, c'est une grande joie d'être là avec Faustine, qui travaille avec moi maintenant depuis pas tellement longtemps en fait, mais depuis sans doute très très longtemps par ailleurs, avant certainement, parce qu'on s'est sans doute retrouvés d'une manière ou d'une autre. Et donc merci d'être, ce lieu est particulièrement accueillant. Et merci vraiment Philippe, Jacqueline, à tous de participer à un endroit pareil à Paris qui fait beaucoup de bien en fait. Ce dont on va vous parler ce soir fait suite à ce gros travail qui avait été fait en 2012-2013 sur la destinée de la France. Et après ce travail sur la destinée de la France, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas travailler que sur la France et que la cyclicité historique qui semblait se dévoiler à travers ce travail-là, c'était un essai sur une astrologie des civilisations. Et je me suis dit, il faut vraiment travailler sur au moins l'histoire de l'Occident d'une certaine manière pour vraiment montrer systématiquement la cyclicité historique. Et ensuite, il y avait un travail qui restait à faire et donc qui était en plan depuis que j'avais travaillé avec Germaine Hollet sur les générations. Il y avait à travailler sur les générations et pour montrer que la place de chaque génération dans un moment donné et la signification, comment l'astrologie permettait de déterminer les générations. Et donc, nous nous trouvons là toutes les deux aujourd'hui parce que pendant que je travaillais sur astrologie, sciences de la conscience, Faustine était étudiante avec moi. Et elle suivait les cours à distance avec moi. Et je me suis attrapée. Voilà. Et en fait, en 2 ans, elle a vraiment tout compris à l'astrologie et elle est venue me donner un coup de main. Et plus que cela, sur le 2e livre, elle est venue, elle me dit « Est-ce que tu veux que je t'aide ?» Et je dis « Bien sûr ». Et elle n'a pas fait que m'aider, elle a vraiment participé activement. Elle a coécrit cet ouvrage et elle y a amené une singularité qui n'aurait pas existé sans elle. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est pour ça que nous sommes deux, parce que c'est un travail maintenant collectif. Et si vous voulez, je travaille dans la suite, dans une lignée astrologique. Nous, on est en train de créer une école, en fait, vraiment pour une astrologie du XXIe siècle, parce qu'on pense que l'enseignement de l'astrologie demande à être rénové et préparé pour des jeunes, maintenant que les jeunes... Alors, tu nous le diras peut-être si ça t'intéresse, mais je pense que tu as déjà une astrologue à la maison, n'est-ce pas? Donc tu n'as pas besoin. Mais en fait, je pense que de plus en plus, d'après ce qu'on a travaillé sur les générations, Faustine vous en parlera tout à l'heure, de plus en plus de jeunes vont être intéressés à l'astrologie. C'est pour ça que nous osons appeler l'astrologie que nous travaillons astrologie pour l'ère du Verseau. Parce que Germaine Hollet et Charles Vouga avaient travaillé sur cette question au XXe siècle, en même temps, en parallèle avec l'astrologue que tout le monde connaît, qui est Dan Rudyard. En fait, si vous voulez, Charles Vouga est moins connu, mais il a fait un travail il est parti aux États-Unis pour rencontrer le groupe d'Alice Bailey. Il a fait un travail très ésotérique déjà, et en même temps très spirituel et très scientifique. Et donc Germaine Hollet m'a transmis le droit moral sur leur œuvre. Et donc maintenant, moi j'ai le plaisir de partager avec vous le fait que la succession arrive, est là, et que donc on travaille dans une lignée sans sectarisme. Et chacun amenant ce qu'il a amené, parce que nous sommes 3 femmes pour le moment. Alors aujourd'hui on n'est que 2. Mais donc Faustine a travaillé avec moi sur ce livre-là, mais notre école d'astrologie, astrologie pour le Verseau, on l'a fait à 3. Marilène Serra est sur le Vercors et elle fait un enseignement assez particulier, enfin dans le même esprit que nous, mais elle travaille plus particulièrement comment tu dirais pour Marilène? C'est très ésotérique et je trouve qu'elle fait assez bien le lien avec le corps, l'arbre de vie astrologique. Donc ça rajoute encore un pilier qui est extrêmement riche et du coup c'est très stimulant. Il y a cette idée de collectif de conscience.
Donc, Oui. c'est un peu ça. Et elle, en ce moment, elle travaille sur toutes les maîtrises ésotériques et hiérarchiques, c'est-à-dire qu'Alice Bailey amène dans l'astrologie amène l'idée qu'il y a 3 niveaux de maîtrise et qu'il y a des niveaux de conscience différents et que donc on ne peut pas travailler avec les maîtrises habituelles. Et elle le travaille de l'intérieur, ce qui fait qu'elle fait de la recherche et elle explique, donc on fait des cours maintenant, elle est en train de lancer des cours pour comprendre les maîtrises ésotériques et hiérarchiques que l'astrologie ésotérique d'Alice Bailey a proposées. Mais quand on les apprend comme ça, on peut les décliner sans les comprendre. Mais c'est toute une affaire d'en comprendre de l'intérieur, comment ça se ressent et comment ça se vit. Donc voilà un peu le travail auquel nous participons. Et puis nous participons, que nous créons. Voilà. On essaie. Mais si, on participe, parce qu'évidemment, on participe du dessin. À notre manière, on essaye de répondre au dessin, nous, ce que nous en ressentons, et humblement et simplement. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment une joie de travailler en collectif. Et c'est un vrai bonheur parce qu'on attend ça depuis longtemps, en fait. Toi aussi ? Oui, complètement. Et puis, c'est très dans l'air du temps. Je pense qu'on est beaucoup à le sentir, qu'il nous faut de plus en plus des collectifs de conscience. Et pour moi, c'est effectivement très, très stimulant d'avoir cette chance-là aujourd'hui. Et puis, c'est très ouvert. On échangeait un tout petit peu avant de démarrer. C'est très ouvert. Et l'idée, c'est que ça parle aux jeunes, mais que ça parle à tout le monde. Et que chacun puisse s'en saisir. Je trouve que c'est une belle manière de redonner un peu ses lettres de noblesse à l'astrologie. Et plus on va être nombreux à s'en saisir et à rendre vivante vraiment cette discipline, plus moi, ça me mettra en joie en tout cas. Donc vous nous rejoignez comme vous voulez, les uns et les autres. Donc vous voyez dans quelle ligne on travaille. On va le faire en deux, chacune. D'abord, je vais vous présenter le premier ouvrage, effectivement, que Faustine a enrichi par ses dessins, mais je vais vous le présenter. Et Faustine vous présentera le deuxième ouvrage. Mais en fait, on n'est pas là pour vous présenter des livres, puisque les livres, ils existent. Mais on est là pour vous montrer ce qu'on ne peut pas faire en écrivant et qui est très difficile à exprimer. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça ? Parce que c'est une chose d'avoir posé mais qu'est-ce qu'on en fait ? Donc aujourd'hui, on va animer cela pour vous. On va essayer de dynamiser cela. La perspective, c'est comment l'astrologie permet de repérer le surgissement d'un nouveau monde. Et parce qu'on voit bien, tout le monde sait que nous sommes, on ressent chacun de nous qu'un nouveau monde est en train de naître, que l'ancien ne marche plus, mais que le nouveau, on ne le voit pas encore. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, à plusieurs reprises. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont ces moments-là ? Et l'astrologie permet de les repérer. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc c'est dans cette perspective que je vais vous présenter. D'abord, un préalable, avoir bien en tête que toute évolution individuelle et collective est cyclique. C'est-à-dire, nous sommes tous on pourrait travailler l'idée qu'est-ce que nous sommes venus faire sur Terre et qu'est-ce que c'est qu'un être humain et qu'est-ce qu'il est venu faire, mais il faut avoir quelques idées. Je pense qu'on les partage plus ou moins sans les avoir forcément exprimées. Ça, c'est un travail que j'ai un peu exprimé dans le livre L'amour au-delà de la rencontre. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? Quel est son rôle sur la Terre. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. On va considérer qu'on est à peu près d'accord sur ce sujet. C'est pas sûr, mais qu'on a les mêmes présupposés. Mais toute évolution individuelle et collective est cyclique, et ça c'est important. C'est-à-dire qu'on a un travail de libération et de prise de conscience à faire, les êtres humains. Je crois que là, on sera tous d'accord. Et que ce travail, en fait, il n'est pas du tout linéaire, mais il est cyclique. Alors les femmes le savent en général, mais les hommes ont plus de mal à l'intégrer. Et le modèle d'étude d'un cycle, il est complètement astrologique, c'est l'étude du cycle de la lunaison. Et en fait, si vous voulez, c'est quasiment un schéma pythagoricien d'expression de ce que c'est qu'on peut travailler, ce que c'est que la conscience, rien qu'avec ce schéma-là. Bon, en tout cas, c'est ce que nous enseignons. Quelles sont ces 4 phases-là que la lunaison nous donne comme exemple? Et moi, j'ai pris comme expression les phases de l'apprentissage en mathématiques, parce que j'ai été professeure de mathématiques et donc j'ai gardé les idées plutôt que de parler d'idées de floraison, de graines qui poussent, et qui est un peu une tarte à la crème de l'astrologie, que finalement, on ne sait plus ce que ça veut dire.
J'utilise plutôt les termes de phase d'évolution de la conscience, donc avec la phase de sensibilisation, de découverte, d'appropriation et de transfert, qui sont vraiment des phases assez reconnues et assez prouvées au niveau de l'apprentissage. Alors Maslow, vous savez, tout le monde a fait un travail là-dessus. Maslow, avec sa fameuse pyramide, il nous donne aussi des phases, il les appelle un peu autrement. Mais cette expression-là me paraît intéressante parce qu'elle a été travaillée très scientifiquement et très mathématiquement. Et c'est des phases d'évolution de la conscience, en fait. Donc ça, c'est le préalable à tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui d'une certaine manière, peut-être même sur les générations. Voilà. Alors, comment on peut imaginer que l'énergie cosmique nous arrive ? Et voilà ce que j'ai un petit peu travaillé dans le premier livre, comment l'énergie cosmique arrive dans le système solaire. Et en fait, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'une des premières personnes à qui j'en ai parlé, c'est à Philippe. Il était à Montpellier, j'étais en train de terminer le livre, et je lui dis, j'ai découvert un truc incroyable, c'est que tous les cycles astrologiques sont synchronisés avec l'étoile Aldébaran, qui est l'œil du taureau. Alors en fait, c'est grâce en fait aux évolutions de l'informatique qui maintenant nous permet de vraiment connaître les phases de démarrage. C'est-à-dire qu'il se trouve, si vous voulez, que tous les 4000 ans, il y a un grand cycle de Pluton, Neptune et Uranus, les 3 planètes les plus éloignées du système solaire, qui démarrent et synchronisé avec Aldébaran. Alors Aldébaran n'est pas loin d'Orion que vous avez en représentation là, puisque dans le prolongement, il y a les Pléiades, Aldébaran, Orion et au bout il y a Sirius. Et en fait, c'est l'œil du taureau dans la constellation du taureau. Donc les cycles sont synchronisés avec Aldébaran. Ils démarrent avec Aldébaran. Et donc vous voyez là, vous avez l'orbite de Pluton et l'orbite des planètes dans l'ordre normal. Et en fait, c'est là où, à ce moment-là, ça rejoint ce que l'hypothèse d'Alice Bailey, enfin de Maître Djewel-Cool, mais que Bailey nous relate dans l'astrologie ésotérique. Elle nous dit que l'énergie cosmique, si vous voulez, nous arrive par de la grande ourse, de Sirius et des Pléiades, et que ensuite, elle n'utilise pas le terme focalisé, moi je l'utilise, mais le terme est beaucoup plus, si vous voulez, ça a été écrit il y a plus de 70 ans maintenant, mais elle parle bien, on parle bien de l'importance de l'œil du taureau qui amène l'illumination. Et en fait, si vous voulez, c'est là que je n'avais pas vu que Alice Bailey avait écrit cela. Mais si vous voyez l'idée, je vous montre un peu justement le processus d'apprentissage et de découverte qui permet, parce que quand Bailey nous dit ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, je pense qu'on a l'aspect opératif de cela, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce triangle-là de la grande énergie cosmique qui nous arrive, et Faustine nous a fait ce beau dessin, c'est-à-dire que là, on peut se rendre compte que si vous voulez, ce grand triangle cosmique d'énergie, focalisé par Aldébaran, qui est l'œil de la constellation du Taureau, qui est une étoile, finalement, à tous les 4000 ans et ensuite tous les 500 ans, est aligné avec le cycle de Pluton-Neptune. Donc ça, c'est scientifique, quoi. C'est-à-dire que malgré la précession des équinoxes, malgré tout cela, ça reste tout le temps, c'est comme si notre système solaire avance dans l'univers et se meut dans notre Voie lactée en relation permanente avec Aldébaran. C'est extraordinaire comme... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Et en fait, c'est pour le voir en représentation, c'est-à-dire que vous trouvez là les planètes donc, à l'extérieur, là, la dernière qui est Pluton, qui est très particulière, hein, qui est excentrée, qui est particulière, puis Neptune, puis Uranus. Et en fait, l'énergie, à un moment donné, il y a un alignement. Tous les 4000 ans, ces 3 planètes sont alignées. Et ensuite, elles vont déployer cette énergie comme le cycle de la lunaison, c'est-à-dire la plus lente va faire le Soleil et la plus rapide va faire la Lune. C'est tout simple. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, nous avons une horloge cosmique à l'envers. Ce n'est pas le Soleil qui est au centre. Nous avons une horloge cosmique à l'envers. La planète la plus lente, c'est Pluton. Elle fait le Soleil inversé de toutes les autres planètes. Et chacune, à tour de rôle, va faire la Lune de la précédente, à tour de rôle. Et donc, nous allons avoir un déploiement cyclique
qu'on a représenté, que Faustine a représenté comme ça, c'est-à-dire les énergies finalement descendent vers nous, vers le soleil et vers la terre, comme dans un vortex énergétique, comme dans un sablier, mais en fait elles nous descendent par un déploiement d'une horloge sur le modèle de la lunaison. Et là, on le représente encore mieux, c'est-à-dire que nous avons 10 planètes, et en fait, les plus importantes dont je vais vous parler pour le moment, d'ailleurs Faustine aussi tout à l'heure vous expliquera que chaque génération est déterminée par la position des planètes qu'on appelle transpersonnelles, Pluton-Neptune, puis Neptune-Uranus et Pluton-Uranus. C'est ce fameux Pluton-Uranus qui avait mis en avant l'année 2012, dont certains ici se rappellent. Voilà, donc on va travailler avec ces 3 intercycles-là, et les autres, dès qu'on passe avec Saturne, on se rapproche de plus en plus de l'être humain, parce que c'est Saturne qui fait le travail, c'est la dernière planète visible à l'œil nu, et c'est elle qui fait le travail de lien entre les énergies cosmiques très, comment dirais-je, inconscientes, et le conscient personnel ou transpersonnel. Voilà. Donc juste pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, donc voilà. Et en fait, on retrouve là tout simplement le cône de la psyché de Jung, c'est-à-dire qu'en travaillant sur le cône de la psyché de Jung est absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'il le représente là, il y a les différents niveaux qui correspondent complètement d'abord aux 3 intercycles des transpersonnels, puis aux intercycles qui sont faits avec la planète Saturne, etc. jusqu'au Soleil. Et en fait, donc, avec l'astrologie, nous avons le déploiement de la conscience, de l'inconscient et du conscient en quelque sorte. Hein. Parce qu'évidemment, les planètes Pluton, Neptune, Uranus représentent des énergies très inconscientes, très difficiles à capter par les êtres humains et qui nous arrivent, donc qu'on filtre à mesure, si vous voulez, dans une sorte de sablier. Vous voyez ? À partir de là, il était donc intéressant, comme dans la destinée de la France, de voir comment se déployaient ces cycles. Et en fait, il y a un grand cycle de 4000 ans. D'abord, j'ai voulu travailler que sur le cycle de 4000 ans qui est parti de j'essaye d'allumer en même temps, de moins 577 jusqu'en 3372. Donc, il se trouve que tous les 4000 ans, les planètes Pluton, Neptune, Uranus sont alignées avec Aldébaran, comme à l'œil du taureau, comme vous avez vu. Ça lance un temps de 4000 ans de déploiement d'une conscience collective. Et il se trouve, quand j'ai voulu travailler que là, mais quand j'ai vu que juste avant, il y avait le néolithique, et le néolithique durait 4000 ans. Ah, je me suis dit, voilà on nous dit que le néolithique dure 4000 ans, que le paléolithique était 4000 ans avant, et donc a duré autour de 4000 ans également. Je me suis dit, nous voilà à nouveau avec ce grand cycle de 4000 ans. Donc il n'y a pas de hasard. Évidemment, il n'y a jamais de hasard. Le hasard, c'est que la méconnaissance des lois. Mais il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire du coup, je suis un petit peu remontée. Évidemment, je n'ai pas travaillé le paléolithique, mais j'ai travaillé tout ce cycle-là du néolithique de moins 4520 avant notre ère à 577 avant notre ère, parce qu'à partir de là, on voit toutes les phases, par exemple, de la grande civilisation égyptienne qui correspondent complètement à ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cet octogone? En fait, ça, c'est le grand cycle Pluton, Neptune, Uranus, et ici, tous les 500 ans, se crée un cycle Pluton-Neptune. Donc, le Pluton-Neptune, c'est un cycle de 500 ans, et 8 cycles de 500 ans, ça fait 4000 ans. Et il se trouve donc, vous voyez si le ciel est magnifique, il se trouve que donc, nous avons un octogone avec 8 cycles de Pluton-Neptune, qui sont des cycles de civilisation, tout simplement. C'est-à-dire des cycles qui amènent une énergie particulière, un nouveau paradigme civilisationnel, et que donc chacune de ces 500 ans vont déployer un paradigme particulier. Alors après, je vous fais grâce du néolithique, même si ça pourrait être très intéressant, mais très simplement, si on part dans le dernier grand cycle dans lequel nous en sommes là aujourd'hui.
dans le 6e cycle. Hein. On n'en est pas encore à la pleine lune. Donc ici sont représentées, si vous voulez, chacune des civilisations de 500 ans qui se sont déployées depuis moins 577. Alors ce qui est intéressant dans moins 577, c'est qu'à cette époque-là, enfin je ne suis pas la seule à le dire, on le sait depuis longtemps, les astrologues le savent depuis longtemps, sauf que ça n'a jamais été mis dans une dynamique globale. Vous voyez, ça nous fait une belle jambe de savoir qu'il s'est passé des choses en moins 577 si on ne sait pas pourquoi et où ça nous amène. Et en fait, dans cette époque-là, c'est l'époque où en Occident nous avons eu Pythagore, c'est même la naissance de Pythagore. Et nous avons en Orient, il y a eu Lao Tse et Confucius, Bouddha, rien que ça. Et nous avons eu aussi, côté occidental, nous avons eu Zoroastre. Évidemment, Zoroastre. Donc vous voyez, c'est comme s'il y avait des grands instructeurs, c'est surtout Bouddha qui est à retenir d'ailleurs, et côté général mondial, en Occident, c'est bien sûr que c'est Pythagore, parce qu'il est à la source vraiment de toute la culture, de toute notre civilisation actuelle. Et en fait, donc à cette époque-là, on est des instructeurs, mais en fait, Pythagore lui-même, il a été instruit de tout ce qui s'était passé avant dans le néolithique, parmi la grande civilisation égyptienne, mésopotamienne, iranienne également, et il a ramassé à travers les philosophes et physiciens ioniens, il a ramassé il a récupéré le maximum de connaissances et il a été source d'enseignement pour toute en fait cette période de la Grèce de moins 577 jusqu'à moins 83. Or, moins 83, c'est le moment où Rome conquiert Athènes, et donc c'est le moment, c'est la fin de la civilisation grecque et c'est le début de la civilisation romaine. Donc vraiment, c'est absolument incroyable au niveau des dates, à quel point c'est en phase, si vous voulez, avec ce qui s'est passé. Alors là, vous avez 500 ans, d'accord, un cycle de 500 ans, donc Pluton-Neptune se déploie. Pluton fait la petite aiguille et Neptune fait la grande aiguille. Pendant 500 ans, ils essayent de nous faire comprendre par des énergies cosmiques inconscientes une nouvelle manière de vivre, de comprendre, et ils essayent de nous faire venir à une nouvelle conscience, en fait, un nouveau paradigme. On a un terme qui est... Alors, il y a un terme allemand qui est mieux. La vision du monde. Et le terme est quand même beaucoup plus joli. Donc, on a des nouvelles visions du monde qui nous arrivent comme ça. Plutôt que paradigme, c'est un peu lourd. On l'utilise à tort et à travers en permanence. Et à force, il nous écrase au lieu de nous aider à comprendre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez les pleines lunes. Les pleines lunes, c'est comme dans le cycle de la lunaison, une pleine lune. C'est-à-dire Pluton est opposé à Neptune et ils sont encore alignés à Aldébaran. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous voyez, j'ai mis l'étoile là, et ils sont encore alignés. Ce qui veut dire qu'en permanence, ils reprennent de l'information cosmique. Vous voyez l'idée ? C'est l'idée de reprendre de l'information cosmique auprès d'Aldébaran et d'essayer d'en amener quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Les conquêtes d'Alexandre. Donc chaque fois en pleine lune, nous avons l'expression, au début sont les éclaireurs de l'histoire et ensuite sont les conquérants. Vous voyez, l'idée, au début il faut des éclaireurs, il faut des gens qui amènent des lumières et qui donnent un élan. Et là, ensuite, en pleine lune, vous avez les conquérants. Pareil, là, les éclaireurs, ils ont leur propre éclaireur du côté de Rome, mais ils sont venus s'enseigner en Grèce. Mais à la pleine lune, c'est le summum de l'Empire romain d'Occident, avant qu'ensuite l'Empire romain d'Orient prenne le dessus. Et donc là, pareil, si vous voulez, c'est le début du déclin en quelque sorte. Donc c'est-à-dire que le déclin, ce que nous appelons le déclin, mais qui n'est pas un déclin, qui est l'apogée d'une civilisation. Et ensuite, si vous voulez, ça semble être un déclin, parce que dans l'apogée, il n'y a que quelques-uns qui ont capté quelque chose, et dans la période de déclin, c'est tous les autres êtres humains qui essayent de s'approprier en conscience les données qui ont pu être déjà perçues par les premiers. Vous voyez ? Alors ensuite, donc ça marche pour tout. Là, on retombe ici, c'est l'Empire arabe et l'islam l'islam des Lumières du début avec Al-Andalus. Et ensuite là, nous avons une époque, le Moyen-Âge. Voilà.
Je ne vais pas y rester longtemps parce que ça nous prendrait trop de temps, mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est de se rendre compte à quel point l'histoire... Alors, Fernand Braudel avait dit qu'il faudrait trouver un moyen de calculer, de montrer les cycles historiques, parce que l'histoire se fait en cycles, et il y a des montées, et puis des apogées et des déclins, et bien là, on trouve en fait cette dynamique-là. Alors, je vais juste... vous parler de ce cycle-là avant le nôtre, de 1399, enfin on pourrait dire 1400, jusqu'à 1892, pour comprendre où nous en sommes. Parce que l'intérêt aujourd'hui, c'est que quand même on réfléchisse ensemble, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, cette évolution-là. Alors déjà, se dire que c'est pas par hasard qu'on se sent en Occident, en tout cas, on sent qu'il y a des sources grecques et qu'en permanence on y revient. Alors vous en avez la preuve là. Vous comprenez ? La position est quand même extraordinaire. Et pourquoi la Renaissance est venue là ? Parce que c'était en face, le cycle 5 se trouve en face, le cycle de la Grèce, et c'est à ce moment-là qu'est revenu des connaissances de la Grèce et qu'on les a faites ressurgir. Alors ça, c'est les cycles dont je vous ai parlé de Pluton-Neptune de 500 ans. Et donc, ils se reproduisent. Donc là, c'est une autre manière de voir les cycles. C'est-à-dire là, c'est la conjonction, l'opposition. Et là, vous avez tous les aspects pour les astrologues. Donc de 60, 90, 120, etc. Et alors, vous voyez comme c'est bizarre. Normalement, ça devrait monter, redescendre droit. Mais comme Pluton est une planète très particulière qui est excentrée, donc ça donne irrégularité. Et ces irrégularités ont vraiment un sens très très important parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, vous allez le comprendre. Ici, c'est la fin de l'ère des poissons, par là, on ne sait pas quand, et c'est le début de l'ère du Verseau, par là, on ne sait pas quand, parce qu'il y en a qui sont déjà dans l'ère des Verseaux et d'autres qui seront dans l'ère du Poisson encore dans 2000 ans. Donc il faut avoir beaucoup de patience et donc il y a une sorte de, voilà, parce que ce qui s'escrime à vous dire c'est à telle date, on ne peut pas le dire en fait, hein, les consciences collectives mettent du temps. Voilà les trois grands cycles dont je vous parlais. Le premier cycle qui est un cycle de 500 ans, donc cycle de nouvelle vision du monde. Ensuite, un cycle de Neptune-Uranus qui nous donne des utopies et des idéologies. Et puis le cycle de Pluton-Uranus qui nous donne des cycles de... On a retenu ce terme finalement de destruction créatrice. Ça nous a paru le plus intéressant. On pourrait dire déconstruction, reconstruction. Hein ? Vous voyez, on peut le trouver de différentes manières. Mais c'est un petit peu cet ordre-là parce que ce cycle-là, il détruit avant de refaire les choses autrement. Donc il y a toujours un sentiment de destruction avant d'avoir un sentiment de reconstruction. Donc on va pouvoir, donc, si vous voulez, dans le cycle de la Renaissance, ne vous laissez pas impressionner. Si, au contraire, laissez-vous impressionner au sens réceptif, mais pas impressionner au sens de vous dire « Ouh là là, que c'est comme… » Non, si vous regardez, vous recevrez, vous verrez. C'est plus simple que ce qu'on croit. En fait, si vous voulez, dans ce cycle donc, de 1400 à 1892, on a pu dégager, si vous voulez, la partie Renaissance, la partie siècle de la raison, le siècle des Lumières et les révolutions. Et en fait, ça correspond parfaitement aux autres cycles. C'est-à-dire que la Renaissance correspond à la période où le cycle de Pluton-Neptune stagne. Alors, si vous vous rappelez, la Renaissance, on l'a appelée la Renaissance bien après. Les gens qui vivaient la Renaissance, ils ne se disaient pas « c'est terrible, on vit la Renaissance ». Et même, ils étaient impatients, ils se disaient « mais pourquoi c'est si long, c'est difficile ?» Quand on a parlé de la révolution copernicienne, eh ben, je veux dire, c'était bien après, parce que quand Copernic était là, on n'a pas compris. Donc en fait, vous voyez, nous, on est dans une période analogue. C'est-à-dire, on est dans cette phase de stagnation, là, où la nouvelle vision, la nouvelle civilisation et de ce cycle-là est en cours de gestation. Et les choses à la fois s'accélèrent, Faustine en parlera tout à l'heure plus particulièrement, parce qu'il y a des générations qui vraiment, elles, sont là dans l'accélération. Les choses à la fois s'accélèrent et stagnent. Alors c'est très désagréable comme sentiment, c'est-à-dire que nous avons l'impression que ça va trop vite, et en même temps nous avons l'impression que rien ne change. Ça vous parle, ça ?
Ah, ça va vite parce qu'on est fatigué et en même temps ça ne change pas. Si vous voulez un petit peu regarder les êtres de lumière de l'époque qui ont amené justement la nouvelle vision du monde, en fait Gutenberg, comme par hasard, il est né pile en 1393. Donc il portait, et vous savez qu'on a dit que c'était la grande révolution par justement l'imprimerie en fait. Hein. Donc c'est pas par hasard. Et bien, dans son thème, pour les astrologues, Gutenberg, il avait Pluton conjoint Neptune, conjoint Aldébaran. Donc il a été capable de porter l'illumination en fait. En fait, ils étaient illuminés, ces êtres-là. Ce qu'on appelle l'illumination par l'œil du taureau, c'est ça. Donc là, il y a Gutenberg. Ensuite, vous voyez, Copernic, il n'arrive que après, c'est-à-dire bien à 100 ans, presque 100 ans après. Et les êtres qui ont fait le plus pour donner la nouvelle vision du monde, qui sont Galilée, Kepler, Descartes, en fait, sont venus juste avant la pleine lune du cycle en 1644-48 et qui correspond à la naissance de Newton. Et donc Newton, en naissant en pleine lune, il a une opposition Pluton-Neptune conjoint aligné à Aldébaran, Newton. Je pense, on a pensé d'ailleurs qu'il pouvait être une réincarnation de Kepler ou de Galilée, tellement il a repris tout ce qu'ils avaient fait comme travaux en naissant à ce moment-là. Mais vous voyez qu'il a fallu tous ces gens-là avant que Newton arrive. Et à ce moment-là, au niveau politique, j'en parle pas, je parle que des... Mais à ce moment-là, c'était les traités de Westphalie, c'était l'Europe telle qu'on l'a connue et qui est restée jusqu'après les révolutions. Donc si on regarde notre époque maintenant, quelle période on vit? Alors il faut peut-être une petite parenthèse sur l'ère. Je vous ai dit, il y a des êtres qui sont déjà dans le Verseau, d'autres qui sont dans le Poisson encore pour longtemps. Et si vous voulez, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est que... C'est ça aussi qui nous travaille dans cette époque, c'est-à-dire on n'est pas que dans le grand cycle de 4000. On est dans un cycle de changement d'air. Et donc dans ce cycle de changement d'air, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si vous voulez, on quitte l'ère des Poissons. Je pense que si vous êtes là ce soir, d'une manière ou d'une autre, votre conscience est déjà très interpellée par le Verseau et l'ère du Verseau. Et sinon, même l'astrologie ne vous intéresserait pas tellement. Mais il y a de plus en plus de gens qui sont interpellés. Et donc, l'ère des Poissons, c'est commencé avec l'événement source qui était le christianisme. Vous remarquerez que dans le cycle de 4000 ans, on ne voit pas l'an zéro. Hein. Et finalement, Jésus a l'air d'un instructeur banal par rapport à d'autres comme Bouddha c'était étonnant d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, excusez-moi de dire ce terme, un instructeur banal, je veux dire, qui suis-je en fait pour en parler comme ça, mais je veux dire, voyez, il faut être très très humble et se rendre compte qu'on ne sait pas tout, mais voilà, on repère. Et donc l'ère du Verseau, donc la dominante de l'ère des Poissons, c'était une dominante masculine et patriarcale, et l'ère du Verseau, son but, si vous voulez, c'est d'arriver... en fait, les 3 termes du Verseau ont été donnés par la devise de la France. Hein. Alors, il ne faut pas en faire cocorico, parce qu'il faut vraiment, par contre, beaucoup y travailler, mais c'est les droits humains qui sont venus dans le Verseau, et c'est les termes de liberté, égalité, fraternité. Ça, vous avez la trilogie du Verseau. Sachant qu'à l'ère du Verseau, la dominante, ça c'est Bellé qui nous le dit, dans le livre Les Travaux d'Hercule, elle nous dit que dans l'ère du Verseau, les dominantes, ça ne sera plus la forme ou le mental, là où on en est maintenant, mais ça sera la vie et l'amour. Alors vous voyez, elle dit des notions dont on n'a aucune idée encore. Donc, soyons humbles également, parce que c'est des termes, qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que l'amour, voilà, on ne sait pas très bien. Ce qui est le plus intéressant, si vous voulez, c'est qu'Aurobindo, alors c'est là, je pense qu'il y en a ici qui sont intéressés, je crois, à Auroville, qui sont allés, je crois que vous y êtes allés, vous... Oui. Et si vous voulez, quand je suis arrivée à Auroville pour parler de la destinée de la France, ils m'ont offert le livre d'Aurobindo sur la Révolution française. Et j'avais fait le boulot, mais je me suis dit, dommage que je ne l'ai pas lu avant, parce que ça m'aurait évité de chercher autant. Et il avait déjà tout dit là-dessus. Donc, vous voyez, ça aussi, ça rend humble. Et lui, il l'a tellement bien dit. Il a dit que, ça je vous le laisse lire, hein, le but de la religion de l'humanité, il dit, c'est formulé au XVIIIe siècle par une sorte d'intuition fondamentale, de recréer donc
la société humaine à l'image des 3 idées sœurs. Et il dit qu'aucune n'a réellement été conquise ni comprise parce qu'on ne s'est pas rendu compte que c'était du spirituel, que c'était des idées qui étaient tellement hautes qu'il fallait les faire descendre et que donc on n'a pas compris, on a cru qu'on les avait trouvées mais que du moment qu'on l'avait dit, ben on les faisait vivre. Mais il dit que dans notre âge intellectuel, on n'a pas compris que c'était la nouvelle religion de l'humanité. Vous voyez, l'idée est intéressante, hein. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse, on revient à notre cycle. Et quand même, la DUDH a repris en 1948 les termes des 3 idées sœurs là. Alors, la Déclaration universelle des droits humains de 1948, c'est-à-dire que si vous voulez, il y a eu les révolutions, la Révolution française, mais il y a eu la Révolution américaine également, et à l'après-guerre en 1948, les Nations Unies ont fait une Déclaration universelle des droits humains qui dit que tous les êtres humains sont doués de raison et de conscience. Vous voyez, il parle de conscience. Tandis qu'avant, à la Révolution française, on ne parlait que de raison. Donc le terme, ça a bougé déjà. Donc de raison et de conscience, et qu'ils doivent agir les uns avec les autres dans un esprit de fraternité. Vous avez bien fait de poser la question, parce que la DUDH, elle ne mérite pas qu'on lui passe dessus comme ça. Parce que je crois qu'on lui a déjà beaucoup trop passé dessus, c'est-à-dire que les pays signataires de cette déclaration se sont normalement engagés à la faire vivre et ils se sont engagés à ce que leurs nations vivent dans cet esprit et par l'éducation et l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors vous voyez, on n'y est pas encore. Hein. Et presque tous les pays ont signé, hein, sauf quelques pays arabes et l'Afrique du Sud, qui n'avaient pas signé à l'époque. À l'époque, elle était en apartheid. Hein. Voilà, alors revenons là. Vous voyez, siècle de la raison, vous avez cela. Eh bien, nous en sommes dans la période, ici, analogue à la Renaissance. Voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes dans une période dont on ne connaît pas le nom encore, à laquelle un historien du futur donnera le nom. Et nous sommes dans cette période-là du sextile. On appelle ça les périodes pour les astrologues. C'est une période du sextile entre Pluton et Neptune. Pendant 100 ans, ces 2 planètes sont en sextile. Ce qui est absolument... ce qui nous étonne. Alors justement, ça c'est la spécificité de l'astrologie que nous travaillons. C'est qu'avec Germaine Hollet, on a travaillé ardemment sur cette question, parce que Charles Vouga avait travaillé sur l'orbite de Pluton. Ce que rares sont les astrologues qui travaillent sur l'orbite de Pluton et sur l'astronomie de Pluton. Ça ne suffit pas de travailler sur son symbole, il faut quand même voir aussi son astronomie. Et son astronomie fait que pendant 100 ans, ils sont en sextile. C'est-à-dire ils se tiennent la main et donc ils brouillent les pistes. On ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe. On travaille sans savoir ce qui se passe. Et donc, pour que vous voyez la différence, c'est qu'en ce moment, le Galilée, le Kepler et le Newton de notre époque ne sont pas nés. Vous voyez l'idée ? C'est-à-dire que nous en sommes dans cette période-là. Si je la remets après, voilà, nous sommes dans cette période-là. Alors, il y a beaucoup de dates. Nous sommes dans en fait, nous en sommes là, plus précisément. Donc, on y arrive, on arrive à notre époque. Et on est dans cette période-là. On est dans une période encore où le Newton, les Copernic et Galilée ne sont pas nés. Ils naîtront par là. Hein, donc, ils ne sont pas nés. J'espère que ça sera des femmes. Peut-être, hein, ou des groupes. Et le Newton, c'est-à-dire celui Newton, puisque la civilisation précédente, c'est la civilisation vraiment de la science newtonienne et de la mécanique newtonienne. Donc la nouvelle science de ce cycle, elle sera, les êtres qui pourront en parler naîtront en 2140. Donc vous voyez, il faut... C'est pour qu'on patiente. Mais bon, peut-être que ça peut aller plus vite. Hein. Voilà, j'arrive un petit peu à la fin. Si vous voulez, ça c'est la particularité de l'orbite de Pluton. En fait, Pluton met 164 ans pour aller du Verseau au Lion. C'est-à-dire la dernière fois que Pluton était dans le Verseau, c'était en 1778. C'était le moment de l'indépendance américaine. Et puis ensuite, pré-révolutionnaire en France. Et ensuite, il a mis 164 ans pour arriver dans le Lion en 1939.
Donc pour faire la moitié du zodiaque, il a mis 164 ans dans cette partie-là. Et dans l'autre partie, maintenant, il met 84 ans pour faire la partie du lion au Verseau. Alors ça, je ne peux pas aller dans le détail là, mais ça a une signification très importante pour chacun de nous. C'est-à-dire que d'abord, Pluton travaille sur la croix fixe, et la croix fixe c'est celle qui amène l'éveil de l'âme, c'est-à-dire sortir d'une vision de personnalité pour entrer dans la vision de l'âme. Et donc Pluton fait en sorte qu'on sorte d'une vision resserrée d'identification à notre personne pour ouvrir à une vision de l'âme. Et il accélère, donc vous voyez, c'est cette période où à la fois il accélère, parce qu'il met 17 ans dans le Lion, alors qu'il a mis 27 ans dans le Cancer et 30 ans dans le Gémeaux. Donc là, il se met à accélérer, et on a l'impression que tout accélère, et en même temps, on a l'impression qu'on ne voit pas les effets. Donc on a l'impression de travailler pour rien, vous voyez. Alors c'est pas vrai, on est comme les renaissants. On travaille, et un jour, quelqu'un dira « Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont bien travaillé ?» C'était, je ne sais pas quelle période, enfin, moi j'ai une hypothèse qu'on l'appellera la reconnaissance, mais c'est un jeu de mots quoi, avec la Renaissance. C'est l'idée qu'on se reconnaît comme des êtres unifiés, en fait, et qu'on unifie la vision extérieure qu'on a eue avec scientifique, qu'on a eu avec la période de la Renaissance, et où on réintègre la partie intérieure et où on fait un accord entre l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez l'idée? Voilà. Puisqu'avec la physique quantique, effectivement, la nouvelle physique, elle n'est pas une physique d'observation, puisqu'elle dit que l'observateur fait partie de ce qu'il observe. Donc ce n'est pas une science extériorisée et objective, c'est une science subjective. On parlait tout à l'heure avec Philippe justement de Paris, qui est une ville Capricorne. Depuis que Pluton est rentré dans le Capricorne en 2008, c'est vrai que Paris souffre beaucoup, je pense, et les Parisiens souffrent pas mal, parce que la personnalité de Paris, c'est Capricorne, et Pluton est rentré dans le Capricorne à cette époque-là. Et vous voyez, on est dans une époque un peu pré-révolutionnaire, au sens où on reparle des inégalités, où on reparle beaucoup de ceux qui se sont... À l'époque, on pensait que la royauté, c'était complètement... et les nobles, c'était complètement... avaient divorcé avec le peuple, quoi. Et vous voyez qu'on a ce sentiment revient, que les peuples se sentent divorcés d'avec leurs élites, et ils pensent que... Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs, parce que beaucoup de leurs élites les ont abandonnés. Hein. Mais en même temps, c'est l'évolution des humains, d'une manière ou d'une autre. Donc nous en sommes dans cette période, comme en 2023, parce que Pluton rentre dans le Verseau le 23 mars. Il va rétrograder et il va y rester 20 ans. Donc on va l'avoir dans le Verseau jusqu'à 2043. Et alors là, peut-être on aura quelque chose d'une idée de Verseau qui va... Mais on est quand même dans une époque extrêmement agitée. Et si on veut le voir là particulièrement, en fait, ce travail, je l'ai accéléré, et la formation aussi, qui a permis qu'on se rencontre et où s'est passé tout ça. J'ai accéléré la formation sur les cycles quand j'ai vu qu'en 2020, il y avait beaucoup de cycles qui changeaient. Et donc, il y a un effondrement de l'indice cyclique, et donc, il y a un moment donné, chaque fois qu'il y a des changements comme ça, d'effondrement cyclique, il se passe des grosses choses, on ne sait jamais quoi d'ailleurs. Hein. Et bon, vous savez ce qui s'est passé, et c'est pas fini. Donc, on sait que de 2020 à 2032 à peu près, c'est une période un peu de vortex assez fort énergétiquement, de rechangement de cycle, où on est encore plus perdu que d'habitude. Mais on a l'impression d'être perdu, mais comme dans le cycle de lunaison, quand on est perdu, c'est qu'on est en train de préparer une naissance dans une nouvelle conscience. Vous voyez l'idée? Quand on est perdu, c'est qu'on est dans la partie sombre de ce qu'il y a à voir. C'est-à-dire, on nous montre tout ce qui ne va pas, en fait, au bout du compte. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire, tout paraît ne pas aller bien, parce qu'on voit tout ce qui ne va pas.
je vais prendre la suite. On va continuer de suivre le sens de l'énergie, en fait. Hein, vous avez vu les schémas que Fanchon vous a montrés. En fait, on descend un peu dans le vortex, on descend dans le sablier. Donc là, en regardant les générations, on va commencer à se rapprocher de l'individu. Alors, petit schéma récapitulatif avec tout ce qui vient de vous être dit. Vous voyez qu'on se situe en fait dans un grand cycle de civilisation de 4000 ans qui a son projet. On se situe dans le projet de l'ère astrologique. On a le projet du cycle de civilisation de 500 ans. Interviennent ensuite tous les autres intercycles planétaires, puis après les transits de chaque planète, et notamment les cycles des planètes transpersonnelles. Et là, c'est ça qui va nous intéresser, puisque c'est ces fameuses planètes transpersonnelles qui vont nous donner le projet de génération. Okay. Alors, pourquoi déjà on parle de planètes transpersonnelles quand on veut aborder les générations? Alors, premièrement, parce que c'est les planètes les plus lointaines, donc c'est les plus lentes. Donc, quand elles se baladent dans le zodiaque, eh ben, elles vont prendre vachement de temps. Du coup, il va y avoir beaucoup d'individus qui vont naître avec les mêmes caractéristiques des planètes transpersonnelles. D'autre part, on dit transpersonnel parce qu'elles touchent à l'inconscient collectif. Et donc les générations, en fait, c'est ça. C'est un projet inconscient collectif. Alors évidemment, c'est pas si facile à appréhender, mais Dieu merci, nous avons l'astrologie. Donc comment ça fonctionne en gros dans notre inconscient collectif? Eh ben, les 3 planètes transpersonnelles, on peut les voir comme ça en triplicité. La première chose qu'on vous propose à la suite de Germaine Hollet, Charles Vouga qui voyait les choses comme ça, on peut regarder Pluton et Neptune comme 2 polarités. Donc Neptune pôle plus, Pluton pôle moins. Il y a comme une tension créatrice entre les deux. Alors, ce n'est pas forcément très commun comme manière de voir, mais vous allez voir qu'en fait, ça a beaucoup de sens. Puisqu'il y a une tension créatrice, il y a évidemment un mouvement en double spire, comme c'est représenté ici, comme un inspire-expire, émanation, etc. Et donc, de ce pôle plus lumineux, il va nous être demandé de s'en servir, en quelque sorte, pour éclairer le pôle moins. Pluton, ce pôle moins, si vous voulez, c'est une force qui est très très incarnante. Pluton, quand il arrive dans un signe, c'est pas très compliqué, il met le bazar. Vous aviez les valeurs du signe, donc le lion, le cancer, la balance, ce que vous voulez. Pluton arrive dedans, il explose complètement les valeurs. Mais évidemment, c'est pas gratuit. Il vient comme exploser la matière pour que la lumière de Neptune puisse filtrer à travers. Et qu'est-ce qui va nous aider pour ça? Eh bien, Uranus. Donc en fait, vous avez Pluton comme le subconscient collectif, Neptune comme le supraconscient collectif, et Uranus au milieu, on le voit, ne serait-ce qu'avec son sigle, vous voyez, ça canalise comme le haut et le bas. Donc toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va réussir à marier ombre et lumière au niveau de l'inconscient, et comment après on va le manifester. Tel que c'est représenté là, vous avez ce que dans le livre, pour ceux qui l'ont lu, c'est un petit peu le cartouche de génération. On propose de représenter les choses comme ça. Si on veut dire les choses autrement, Pluton, c'est la dette karmique. C'est tout ce qui n'est pas encore éclairé dans l'inconscient collectif. Tandis que Neptune, c'est la plus haute lumière. Vouga disait que c'était notre phare dans la nuit. Neptune va représenter nos plus hautes aspirations, nos idéaux. Et Uranus va représenter le génie propre à chaque génération, soit le talent qu'on va être capable de déployer pour marier Neptune et Pluton. Vous voyez un petit peu comment ça se goupille? Alors, une première différence qu'on peut faire, ne serait-ce qu'avec Pluton. Pluton, quand il entre dans un signe, il met le bazar, certes, mais selon que le signe soit féminin ou masculin, on ne va pas du tout avoir la même énergie. Si vous avez par exemple un Pluton masculin, donc Lion, Balance, Sagittaire, l'inconscient, la problématique dans votre inconscient va agir de manière assez confrontante, assez dure, assez percutante. Tandis que si le Pluton est féminin, ça va être plus engluant, ça va être plus lourd, plus immobilisant. Et évidemment, il en est de même pour les générations. Si les 3 planètes transpersonnelles sont dans des signes majoritairement masculins, c'est d'une génération qui va être assez conquérante, ce que les médias adorent appeler les boomers, par exemple.
génération qui s'est beaucoup déployée. À l'inverse, si la génération a une dominante beaucoup plus féminine, c'est des générations qui semblent être plus passives. Alors, elles ne le sont pas, mais elles semblent. C'est-à-dire que l'énergie est moins sortante. Par exemple, l'autre jour, je discutais avec quelqu'un et j'ai évoqué les planètes transpersonnelles. Et il me disait « oh là là, elle est trop inconscient, c'est pas possible à regarder ». Alors, c'est vrai que c'est pas facile à appréhender. Mais il n'empêche, l'inconscient, ça contrôle, je crois que c'est à peu près 92% de nos réactions. Donc ne serait-ce que dans nos réactions physiques, émotionnelles, verbales, l'inconscient parle. Et ça, on va le voir. Si vous êtes d'une génération très masculine, si par exemple on vous attaque, votre réactivité première, donc inconsciente, ça va être de contre-attaquer. Ou de faire une petite pirouette cacahuète, genre torero, quoi. Alors que si vous êtes d'une génération très féminine, on vous attaque, la réaction, ça va être vous voyez un peu le mouvement énergétique. Et donc évidemment, comme on sait que les signes du zodiaque alternent féminin, masculin, et bien ça vous redonne un peu cette idée qu'on avait avec les cycles, c'est-à-dire que ça respire. Ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre. Et donc chaque génération va avoir son propre projet. Et ce qu'on cherche à savoir à chaque fois, quel est le Pluton, quelle est la problématique, quels idéaux vont nous tendre vers la lumière et quels talents on va déployer. Voilà pour ça. C'est à partir de ça qu'on a travaillé les générations et maintenant on va essayer de les mettre un petit peu en dynamique. Alors on ne va pas démarrer de Pluton Cancer parce qu'on n'a pas le temps, on va garder les générations qu'on est là, donc les gens qui sont nés à partir de 1939. Et vous allez voir qu'en fait chaque génération et son projet va répondre à ce nouveau paradigme qui est demandé par Pluton-Neptune, ce que vous a expliqué Fanchon tout à l'heure. Vous avez compris cette idée qu'on est dans le sextile, ça stagne, c'est un espèce de chaudron alchimique, et à la fois la pression, ça c'est l'orbite de Pluton, donc la pression de Pluton sur la Terre augmente. Donc ça stagne, on mijote, c'est alchimique, et ça augmente en pression, donc la problématique, l'ombre plutonienne, appuie de plus en plus sur la Terre. Donc, on démarre ici. Pluton-Lion. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, ou tout au moins le zodiaque, vous visualisez que Pluton va mettre le bazar sur toutes les valeurs du Lion. Donc, ceux qui sont nés avec cette configuration-là, eh bien, ils vont être mis au défi de trouver un rayonnement solaire, puisque Pluton va les embêter quant à leur fixité, leur souveraineté individuelle, leur joie de vivre, la manière dont ils vont manifester leur puissance. Et évidemment, il y a des niveaux de conscience, c'est-à-dire que quand on est soit jeune, soit quand on a un niveau de conscience qui est encore sur le plan de la personnalité, donc très focus sur son moi, on pourrait dire, et bien évidemment, c'est des gens qui vont avoir tendance à en devenir autoritaires. Il y a une volonté de puissance, etc. Mais à mesure, le but de tout ça, c'est d'éclairer à nouveau le signe du lion. Donc graduellement, de trouver à faire autorité intérieure, et du coup de contribuer grâce à cela au collectif. Je vous rappelle que le lion est opposé au Verseau, donc il y a cette idée quand même, en perspective du lion, de la collectivité Verseau. Et donc voilà, il y a ce défi de faire autorité, d'être reconnu sans pour autant virer égocentrique. On va essayer de trouver à affirmer son individualité sans pour autant écraser les autres. Et ces générations-là ont été évidemment très utiles et le sont toujours, n'est-ce pas? Parce qu'ils nous guident à trouver ce fameux rayonnement solaire, mais pour contribuer, pas juste pour dire « oui, moi je suis, moi j'existe ». Non, c'est pour que ce soit utile et que ça serve au plus grand nombre. Donc ça, c'est la phase obscure, entre guillemets, mais vous voyez que cette phase de bouleversement, elle ne sert qu'à une chose, c'est à rééclairer. Qu'est-ce qui les a aidés, ces générations, à contrebalancer l'impact de Pluton? Alors, ce n'est pas vrai pour toutes, mais notamment pour les gens qui sont nés entre 42 et 57, ils se sont retrouvés à avoir un Neptune dans la balance. Ce qui fait que pour contrebalancer les ombres du lion, ils avaient une aspiration à retrouver l'harmonie, à repenser l'amour, à repenser la justice sociale, à redevenir des sujets de droit et non plus des objets du droit. Et ces générations nous ont amené énormément de choses. Ce duo Pluton, Lion, Neptune, Balance, c'était vraiment apprendre à rayonner et à exister de soi à soi,
de soi à l'autre et de soi avec son collectif. Je vous ai mis quand même un exemple d'une génération complète, on ne va pas le faire à chaque fois parce qu'on n'a pas le temps, mais cette génération, c'est ce qu'on a appelé les générations marquées, c'est-à-dire c'est une des générations les plus longues qui sont nées avec le Pluton-Lion. Eux, ils se sont retrouvés avec un Uranus Gémeaux au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'ils avaient, pour canaliser le bazar plutonien et les aspirations neptuniennes, ils se sont retrouvés avec un talent inconscient, mais un talent de pédagogie, de créer, d'aller chercher des nouvelles connaissances. Et d'ailleurs, Fanchon vous l'a donné tout à l'heure, la fameuse Déclaration humaine des droits de l'homme. Ici, vous retrouvez exactement le projet de cette génération. Et ça a été posé à ce moment-là. Donc tout ça concorde. Et après, toujours grande prudence, hein, parce qu'évidemment, on parle de génération, donc on parle de beaucoup d'êtres. Il y a des différences. En exemple, vous voyez, dans celle-ci, vous avez quelqu'un comme Donald Trump. Vous avez quelqu'un comme Colin Serrault. Alors d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film La Belle Verte de Colin Serrault, ça vous parle? C'est exactement le projet de cette génération. C'est une manière d'éclairer ce qui se trame au niveau de l'inconscient, et donc elle a présenté, par exemple, dans ce film-là, et ce qu'elle a fait d'autres, évidemment, elle a présenté cette idée d'utopie, etc. D'accord ? Donc ça, c'est les Plutons-Lions. Après, on enchaîne Pluton féminin. Donc là, l'énergie n'est plus du tout la même. Tous les gens qui sont nés entre 56 et 72 à peu près se sont retrouvés à avoir un Pluton vierge. Qu'est-ce que c'est un Pluton dans la Vierge ? C'est des gens qui se sont retrouvés mis au défi de leur intelligence analytique, de la manière dont ils allaient pouvoir se purifier. Donc c'est des générations qui se sont retrouvées à faire un travail intérieur inlassable, de nettoyage en nettoyage, de nettoyage karmique en nettoyage karmique. Ils n'ont pas arrêté de travailler et de manière beaucoup plus... Alors après, on les a considérés comme des générations beaucoup plus passives. Ils sont nés juste après les fameux boomers, entre guillemets, et donc eux, arrivant après, on s'est dit, bon, c'est pas trop ce qu'ils fabriquent, mais c'est les... mais nous on sait grâce à l'astrologie. Mais ça se voyait moins, vous voyez, Pluton féminin. Comme la force créatrice est perturbés par l'impact de Pluton, et c'est des gens qu'on peut se sentir assez illégitimes, qui se sont épuisés au travail aussi, dans les entreprises. C'est les générations burn-out un petit peu. Hein. Eux, ils se sont retrouvés en fait à faire... Ils ont récupéré évidemment les avancées des générations précédentes, mais ils ont récupéré tout ça presque cellulairement. Et ils ont nettoyé. Donc eux, ils se sont retrouvés majoritairement entre 56 et 70 avec un Neptune dans le Scorpion. Donc, je vous ai dit, Neptune, c'est la lumière qui nous tire vers le haut. Pour les astrologues ou ceux qui connaissent, le Scorpion, il nous fait faire ça. Donc c'est un double effet qui se coule de nettoyage et de renouvellement, etc. Mais c'est au moment de ces générations-là qu'est revenu sur le devant de la scène ce qu'on a appelé le développement personnel. Donc voilà, un Neptune Scorpion, on descend dans les profondeurs et puis on part en quête des forces cachées de l'être, on cherche à éclairer l'inconscient, etc., etc. À la suite, Pluton Balance, masculin, ça change encore de dynamique. Alors les Plutons Balance, je ne sais pas si vous vous rappelez le petit schéma de tout à l'heure, avec Pluton dans la Balance, c'est à ce moment-là que Pluton va recouper l'orbite de Neptune. C'est-à-dire qu'au lieu d'être loin dans le système solaire et d'être l'ombre comme ça qui nous titille d'un certain côté, il se rapproche et il devient plus près que la force lumineuse de Neptune. Donc, ça s'intensifie, on accélère. Pluton dans la Balance, ça remet en question tous les équilibres internes, externes, sociaux, passés. Il est assez agressif dans la balance Pluton, parce qu'il va perturber toutes les valeurs d'équité, d'harmonie, d'égalité, de justice. Il va beaucoup perturber le relationnel. Et en fait, c'est comme si Pluton venait titiller ces êtres-là pour leur dire « Ok, en fait, l'harmonie exacte, c'est quoi ? Le rapport et l'équilibre entre toi et toi, c'est ok. Entre toi et l'autre, c'est plus compliqué. » Et donc, il vient perturber tout ce niveau-là. Encore une fois, pour que les êtres puissent s'en saisir et rééclairer les choses d'une manière différente. Donc là, c'est sortir du paraître et on entre
dans l'être et dans l'amour, mais pour de vrai. Alors je ne sais pas si vous voyez le mouvement qui se passe depuis Pluton-Lion. Les Pluton-Lion, on leur demandait, ok, trouve un rayonnement qui soit viable, qui soit contributif. Les Pluton-Vierges, derrière, ils ont récupéré, ils ont tout nettoyé cellulairement. Et là, ça ressort et on dit, bon, maintenant, so what, comme on dit. Quel est l'équilibre qui va pouvoir se trouver? Et Pluton-Balance, entre 72 et 84, il y avait un Neptune dans le Sagittaire. Alors pour ceux qui repèrent, on est passé au-dessus de l'horizon du zodiaque. On est dans l'hémicycle collectif, là, à partir de là. Neptune Sagittaire, ça a ramené, ça a un peu ravivé la flamme spirituelle. C'est-à-dire que c'est des êtres non seulement qui étaient au défi, et qui le sont toujours d'ailleurs, puisqu'ils sont vivants, tout va bien. Non seulement ils sont au défi de retrouver un équilibre relationnel et de reposer une loi qui soit juste, mais en plus, il faut que cette loi humaine la plus juste possible soit inspirée presque des lois ontologiques avec Neptune dans le Sagittaire. On va chercher à nouveau des nouveaux modèles spirituels et on essaie de se détacher des dogmes humains. À la suite, Pluton-Scorpion. Pluton-Scorpion, donc 84-96, quand Pluton arrive dans le Scorpion, il arrive dans le signe de son périhélie, donc on va atteindre le point de pression maximal sur la Terre. Il y a un avant et un après périhélie. Le périhélie, donc ce point de pression maximal, Germaine appelait ça le turning point. On voit vraiment cette idée de bascule. Donc dans ce signe du Scorpion, qui est en plus dans la croix fixe, Fauchon a évoqué tout à l'heure que Pluton était un petit peu costaud dans la croix fixe, dans le Scorpion, il y a à nouveau ce mouvement féminin, donc il va demander à ces générations d'arbitrer cellulairement tout ce qui a été proposé depuis Pluton dans le Lion notamment. Alors comme ça attaque le Scorpion, évidemment, il est un petit peu taquin, ce Pluton, parce qu'il va attaquer l'intimité psychique. Ça peut donner des blessures narcissiques assez fortes. Et c'est des générations qui sont très sensibles aux problématiques d'abus. Par exemple, vous voyez le fameux mouvement MeToo, c'est beaucoup des Plutons Balance, évidemment, le relationnel, qu'est-ce qui est juste entre moi et l'autre, et beaucoup des Plutons Scorpions qui sont très sensibles à ça. Et donc là, on va regarder quid de l'union qui a été bâtie dans la balance. Qu'est-ce qu'on fait? On lâche tout ou on se réunit? Et donc pour eux, il s'agit vraiment de trouver à lâcher prise enfin des anciennes formes. Pour les astrologues, le Scorpion est carré avant au Lion. Donc il y a une vraie tension, il y a un vrai turning point à prendre à ce moment-là. Et évidemment, ceux qui sont nés dans ces créneaux-là le portent en eux et vont devoir passer leur vie à l'explorer. Ces générations avaient un Neptune dans le Capricorne. Et je vais avancer un tout petit peu pour vous montrer plutôt l'exemple, c'est plutôt ça qui est intéressant. Neptune dans le Capricorne, ça a donné l'aspiration de bâtir de nouveaux modèles. Et vous voyez que Uranus était dans le même signe parce que, et là on rejoint ce que Fanchon vous a expliqué par rapport au cycle, il y a eu un nouveau cycle de Neptune et Uranus en 1993. Donc cette génération, non seulement 1989, périhélie de Pluton, point de pression maximum, on bascule, on change, entre guillemets, de monde. Et en plus, il s'agit de renouveler complètement l'utopie, les idéologies sociales. Donc cette génération, c'est un point de bascule. Mais voyez combien non seulement les signes des transpersonnels sont importants, mais combien les cycles dont vous a parlé Fanchon le sont également, puisque ça va colorer de la même manière notre inconscient collectif. Fin 20e, on va entrer dans le 21e tranquillement. Vous voyez cette représentation, on est parti d'ici Pluton-Lion, puis Pluton-Vierge, Balance, Scorpion qui est le carré avant, en sachant que la direction, c'est ce fameux Pluton-Verseau qui nous attend tout bientôt, qui va nous demander de faire quelques bons bilans. Alors, pour les générations qui suivent, elles naissent après ce fameux turning point, et ça, on le remarque quand même pas mal, c'est-à-dire que à partir de 89-13 et surtout 95, quand Pluton va entrer dans le Sagittaire, les générations qui sont nées avec Pluton dans le Sagittaire, elles sont nées dans le nouveau monde en quelque sorte.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le remarquez, mais très souvent, et on l'entend hein, d'un point de vue médiatique, on ne comprend rien à ces générations-là. Par rapport à... Alors, on les traite de boomers, ok, mais là, eux, on les traite limite de Pokémon. Hein. On ne comprend plus. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont nés vraiment les deux pieds dans un nouveau monde. Et ils sont appelés à le manifester. Si on va un peu plus dans le détail, Pluton Sagittaire, il est un petit peu embêtant parce qu'en fait, il pose un énorme défi sur la connaissance, le sens du sacré, des perspectives. Ils sont jeunes encore, hein, vous voyez, 94 jusqu'à 2008 à peu près. Toutes leurs études supérieures ont été perturbées par le Covid, par exemple, comme par hasard. Et donc, ils sont mis au défi de retrouver du sens, retrouver de la perspective, sortir des dogmes, etc. etc. Donc, c'est une génération qui est masculine et qui va être assez sortante. Hein. Moi, je pense qu'on peut vraiment attendre de très bonnes choses de ces générations-là. Et donc, mais en attendant, c'est sûr que pour certains niveaux de conscience, on plonge dans les réseaux sociaux, c'est une pensée de masse, etc. Mais pour qu'ils arrivent à trouver une pensée qui soit unifiante et qui colle évidemment à une loi ontologique. Donc eux, ils vont nous montrer comment on retrouve une vision globale, spirituelle, intégrative, tout ça. Ça va être super. Et après, on entre dans le Pluton Capricorne, donc 2008-2023. À nouveau un mouvement féminin. Alors le Pluton Capricorne, vous pouvez tous le sentir puisque c'est encore le transit qu'on vit actuellement. Pluton dans le Capricorne nous donne des grosses épreuves sur tout ce qui touche aux structures alors sociales, aux structures internes. Ça questionne énormément l'autorité, le pouvoir. Alors c'est évidemment là qu'on a vu les gros excès du patriarcat, ces pouvoirs qui sont finalement assez désajustés avec les besoins du peuple, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc pour les enfants qui sont nés avec ça, ils sont intéressants. Ils viennent bien taquiner en général les petites résistances des parents, les cadres qu'on leur propose. Hein, souvent, c'est des générations où on les trouve hyper dégourdis, quoi. J'en vois souvent et au cabinet, je me fais souvent la réflexion. Waouh, on ne peut plus leur faire à l'envers. De toute manière, à partir de Pluton Sagittaire, on peut plus leur faire à l'envers. Donc du coup, ils vont beaucoup, intérieurement, ils questionnent c'est quoi faire autorité, quel est le cadre juste, quel est le modèle juste, quelle est la structure juste. Et donc, évidemment, ils vont être beaucoup mis au défi dans leur enfance, puis après en grandissant, au défi de leur volonté propre, de leur responsabilité. Et ils vont nous montrer comment on retrouve un pouvoir personnel, comment on se tient debout au milieu du collectif, et comment, du coup, ces modèles proposés vont pouvoir servir à fonder le Verseau qui vient juste après. Alors, Pluton Verseau, c'est l'objet d'une conférence, donc nous allons juste en dire quelques mots. Bon, Pluton dans le Verseau, vous avez compris un peu le mécanisme, c'est un Pluton qui est masculin. Donc oui, c'est un petit peu plus agressif et c'est un petit peu plus sortant que le transit de notre Pluton Capricorne qui avait quelque chose d'un petit peu engluant. Mais à la fois, comme c'est masculin, ça donne quand même un levier d'action et de réaction. Donc n'ayons pas peur, on va voir ce que ça donne. Mais en tous les cas, c'est sûr que ça va fortement questionner ces fameuses idées sœurs qu'évoquait Fanchon, liberté, égalité, fraternité. Quid des communs? C'est quoi les collectifs? Est-ce que c'est des collectifs qui sont basés sur les intérêts privés de certains ou est-ce que c'est des collectifs de conscience? Est-ce qu'on arrive à reconnecter notre famille d'âme, on pourrait dire? On va être au défi de la fraternité humaine, au défi de l'équité, vraiment. Et donc le projet, c'est ça, Pluton dans le Verseau, il va nous titiller jusqu'à ce qu'on arrive à construire un monde qui soit vivable. Tandis que Pluton Poisson, après, ce sera encore autre chose, où il va falloir trouver un monde vivable, pas que entre nous, êtres humains, mais entre tous les règnes, et considérer que la Terre est un être vivant, etc. etc. Et donc, vous voyez, oui, la dernière fois, Fanchon vous le disait, c'était en 1778. Donc, ça peut être une manière de lire ce qui va nous arriver, mais encore une fois, l'astrologie ne fait pas de prédiction. Et donc, chacun vivra ce côté un petit peu révolutionnaire du Pluton Verseau, là où il en sera, et comme ce sera juste pour lui. Et donc, pour reprendre les cycles,
voyez ce fameux sextile, on n'en sort pas tout de suite. Hein. Le sextile, il va être à nouveau exact entre 2026 et 2032, donc on risque de bien sentir cette idée de tension hein, entre ces deux pôles opposés. Et puis ça sortira vraiment au premier carré, mais déjà à partir de 2032, on devrait commencer à sentir quelque chose qui se réouvre et qui veut s'élancer en tout cas. Tu vas y revenir, toi, je sens. Donc les tutoriaux disparaissent, c'est ça? Ah ben pas du tout. Mais c'est là que l'étude... Merci de dire ça en un sens, parce que c'est là que l'étude des générations est absolument géniale. C'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas un projet qui est meilleur qu'un autre, d'une part, et que chaque génération crée une marche pour la suivante. Il ne faut pas se leurrer, et là, puisque je le vis, donc je peux vraiment en parler, si nos générations naissent avec des facilités d'accès à des notions spirituelles, des connaissances, etc., c'est parce que les Plutons vierges avant, ils se sont coltinés de faire le gros nettoyage et de ramener au centre du jeu que bah oui, mais c'est peut-être bien de se regarder la carcasse. Et parce que les Plutons lions avant, ils ont dit, est-ce qu'il ne faudrait pas rayonner à un moment et penser aux droits humains avec cette perspective du Verseau en face. Donc c'est ce que je trouve fabuleux dans cette recherche-là. D'ailleurs, c'est hyper étayé par la clinique, c'est hyper intéressant. C'est que chaque génération, chaque âge a sa valeur. Et nous-mêmes, avec le projet qu'on essaye d'incarner au mieux, on a de la valeur parce qu'on va poser au moins des graines pour les générations futures. Et tout ça, et ça rejoint exactement la citation d'entrée, toute évolution est cyclique. Et on incarne cette cyclicité. Donc une des propositions, c'est modeste, c'est non plus de regarder un thème simplement comme une image figée et de dire aux gens, bah voilà, vous êtes ça. Vous avez soleil machin, ascendant truc, voilà, vous êtes comme ça. Non, un thème c'est dynamique, un être humain c'est dynamique. Et même notre inconscient est dynamique. Et à l'intérieur de nous, engrammé quelque part, hein, au niveau cellulaire peut-être, on a à la fois le projet d'une civilisation, on en capte une petite partie, donc ça c'est tout ce qui est véhiculé par les cycles. À la fois on est imprégné par notre projet de génération qui crée comme un engramme, et on arrive sur Terre avec notre projet de vie individuel. Et tada, nous sommes là avec tout ça. Einstein, il serait un petit peu comme Gutenberg, d'une certaine manière, qui lui a découvert l'imprimerie. Mais si vous voulez, il n'est même pas le Copernic de notre cycle. Et le Copernic de notre cycle est vraisemblablement avec tous les groupes de... Merci. Le Copernic de notre cycle, c'est peut-être bien tous les groupes d'êtres qui travaillent à la physique quantique, de toute façon. Mais Einstein, il en est bien le pilier, c'est évident. Mais quand même, il est bien au démarrage du cycle. Par exemple, en venant ici, je pensais le père Corentin. Le père Corentin, il est né en 93. C'est un grand résistant. Hein. Il a été tué à 50 ans, rue Sarrette, assassiné. Je trouve que c'est intéressant. Je me suis dit, mais cet homme-là, il est né en 1894. Il avait dans son thème le cycle Pluton-Neptune. Il était un éclaireur de ce cycle. Il a fait partie des êtres éclairés de la génération au moment où Pluton entrait dans le Lion et où les nazis ont décidé qu'il y en avait qui étaient plus égaux que d'autres et qu'eux, ils savaient qui étaient bons, quels étaient les bons soleils et quels étaient les autres qu'il fallait tuer. Un être comme le père Corentin avait sa conjonction Pluton-Neptune alignée sur Aldébaran, illuminé en lui-même, a fait de la résistance comme les quelques êtres éclairés comme ça peuvent sauver le monde. Vous voyez l'idée? Et c'est ça qui nous paraît le plus intéressant, non pas pour qu'on se croie, parce que le père Corentin, on l'a tué, il a pardonné, en même temps qu'on le tuait, il a dit ben, « je vous pardonne », alors qu'on le trahissait, on le tue. Voilà, parce qu'il a fait de la résistance, et c'était en 44, en juin 44 ou en juillet 44. Donc comme il y avait le débarquement allié, voilà, sauf qu'il peut, et il y en a qui continuent encore à persévérer dans l'ombre, quoi. Et vous voyez, mais des êtres comme ça, mais ils nous illuminent encore. Ils ont des noms aux rues d'ailleurs. Cet endroit, moi je pense, fait partie de la lumière du père Corentin.
Ici, l'agora, je pense. Alors, c'est vrai qu'Einstein fait partie des êtres... Il est le premier à dire l'équivalence esprit-matière, et par conséquent, l'idée qu'il y a un continuum entre l'esprit et la matière, et que ce cycle-là est certainement le cycle où on va non seulement accepter l'équivalence esprit-matière, mais où on va voir que l'intérieur et l'extérieur sont liés, et que tout est, comment dirais-je, réunifié d'une certaine manière. Vous voyez l'idée. Mais votre question, c'était est-ce qu'il y a des êtres qui amènent plus de lumière que d'autres ? Oui, non, mais c'est parce que moi je croyais qu'il y avait un cycle qui commençait avec lui, quoi, en fait. Avec Einstein, en quelque sorte quand même. Parce qu'il faut voir qu'Einstein, quand c'est en 1905, je crois qu'il a... Et là, j'en parle dans le premier livre. Il est né avant le cycle lui-même. Il n'a pas la conjonction Pluton-Neptune, Einstein. Il est né avant 1893. Mais quand il a trouvé, fait ses trouvailles et qu'il a fait ce travail, c'était au moment des oppositions. Enfin, un très très grand moment qui d'ailleurs a fait que l'humanité n'a pas pu supporter ce grand moment. Et au lieu de vivre l'illumination, l'humanité a fait la guerre pendant 30 ans, de 14 jusqu'à 45. Vous avez vu maintenant, enfin Faustine nous a montré que depuis 89, le moment où l'Union soviétique s'est effondrée, et bien rien n'a été réglé, on a laissé pourrir la situation, et bien maintenant elle nous revient dessus. Parce que quand on ne met pas des frontières, les êtres humains ne sont pas tranquilles. Quand on ne sait pas où finit l'un, où commence l'autre, d'une manière ou d'une autre, c'est pas tranquille. Et donc on est dans des périodes quand même pas simples, quoi. Mais Einstein est certainement le grand, il sera cité parmi les lumières de ce cycle. C'est une phase basalique. Mais il y a tellement plus à trouver. D'ailleurs, il cherchait la force une, la force unifiante. Et à mon avis, la force unifiante, on ne l'aura pas avant 2140. Enfin, bon, s'il y en a qui la trouvent avant, tant mieux. Mais c'est le moment de la pleine lune du cycle, qui correspond à la phase de Newton dans le cycle précédent. Paris, la France a une personnalité lion et une âme poisson. La France. Et Paris a une personnalité capricorne. C'est-à-dire sa personnalité fait partie du signe Capricorne et son âme est vierge. Alors, c'est-à-dire que la personnalité, c'est ce qu'on voit le premier d'une personne ou d'un peuple, c'est la manière de se comporter face aux autres. Et donc, Paris et les Parisiens, en quelque sorte, sont imprégnés par cette idée d'un ordre et d'un système dont ils sont les maîtres, mais c'est leur personnalité qui est comme ça. C'est une ville de pierre. C'est une ville de pierre. C'est une ville de pierre et vous avez l'image de Paris. Le Paris d'Haussmann est terriblement capricorne. Alors ça donne une forme et puis on détruit tout le reste, mais paf, paf, paf. Alors je ne dis pas que c'est pas bien, j'ai pas d'idée là-dessus. Mais la personnalité capricorne des Parisiens et de Paris fait que Paris veut être le chef de la France et nous avons d'ailleurs la plupart du temps des chefs d'État qui sont quand même très très personnalités dominantes par rapport aux Français. Et donc, si vous voulez, du coup, Paris est attaqué dans sa personnalité pour qu'elle aille dans son âme vierge, pour qu'elle s'ouvre à son âme vierge qui doit être au service de la France et qui ne doit pas dominer la France. Je ne dirai pas plus. Ben oui. Or, vous voyez qu'on voit l'exemple, quand les Parisiens débarquent en province, je peux vous dire, on les voit débarquer. Voilà. Vous comprenez l'idée ? La personnalité de Paris t'éteint alors. Oh mais on se prend tous pour des Parisiens. On est tous un peu la chef du Capricorne. Hein. Oui. Il y a toujours des moments où on joue la biquette en haut de sa montagne. Oui, voilà. Si vous voulez, en même temps, il faut faire autorité, il faut oser faire autorité. De toute façon, il faut avancer comme ça. Mais vous voyez, donc Paris doit à l'âme vierge, et c'est pour ça qu'il y a Sainte Geneviève qui est une sainte, et c'est vraiment, voilà l'âme de Paris, c'est Sainte Geneviève. Vous comprenez, c'est pas Louis XVI ou c'est pas les Capétiens ou les rois de France. Paris, c'est Sainte Geneviève.
Puis le Capricorne, le Capricorne à son plus haut niveau, c'est plus du tout ces hyper structures, ce Paris haussmannien, etc. On pourrait le visualiser comme ça. Au plus haut niveau, le Capricorne, c'est le passage à la vie de l'énergie, c'est le passage à l'âme, c'est le passage à l'amour. C'est le 3e niveau de maîtrise du Capricorne qui est maîtrisé par Vénus à ce niveau-là. Donc c'est aussi accepter de dépasser les structures. C'est la transcendance de la structure, voilà, au plus haut niveau, le Capricorne. Donc il y a cette proposition pour Paris, effectivement. Et la Vierge, tous, hein. Et Paris, si vous voulez, en tant qu'âme vierge, Paris en tant qu'âme vierge est complémentaire de l'âme de la France qui est Poisson. Vous voyez le jeu magnifique, donc le jeu de service réciproque. Et donc il y a une unité, à faire qui est difficile. Regardez les Gilets jaunes, hein, c'était typiquement le Pluton Capricorne qui vient dire aux Parisiens, écoutez, vous nous avez complètement oubliés. Nous, on existe, mais vous nous avez oubliés, quoi. Vous vivez entre vous, et nous, il faut qu'on se démerde, quoi. Vous voyez l'idée, quoi qu'on en pense, par ailleurs. Vous l'avez dit, hein, c'est le premier niveau du Capricorne, c'est je suis le chef, et c'est moi qui vous dis quoi faire. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est oui, mais voilà, c'est pour ça qu'on a des êtres comme ça ils ont leur rôle, ils ont leur utilité, mais ils sont là aussi pour qu'on leur dise à un moment donné, écoutez, asseyez-vous. La révolution a été faite non pas par un bonhomme, mais 1200 personnes réunies ensemble dans le manège à Versailles et puis ensuite aux Tuileries. Donc tous ces êtres-là, à un moment donné, ils ont collectivement créé quelque chose. Et ça, c'était pas Capricorne, c'était Verseau. Et quelque chose au service de la France. Vous voyez l'idée ? On a simplement coupé la royauté pour mettre un roi bourgeois, c'est tout. Voilà, pour le moment, on est dans nos institutions sont très capricorniennes, au sens premier niveau du Capricorne, je suis le chef, je décide. La Ve République, c'est son problème. C'est de donner... la Ve République, c'est Paris, quoi. C'est typiquement Paris. C'est pour ça qu'on ne voit pas de femmes, qu'on peut pas... on n'a pas... Voilà, quand une Pourtant, à Paris, on a une mère féminine. Ça, c'est bien, oui, c'est vrai. C'est pas une affaire je pense que c'est pas une affaire de genre, bien évidemment, quoi. Oui. C'est une affaire d'union du yin et du yang, bien évidemment. Oui. Et non pas d'exclusivité yang. Je trouve que c'est intéressant ce que vous avez dit sur le Capricorne. C'est ça, on décide pour mais le 2e niveau du Capricorne, c'est un système plus collectif et le 3e niveau, c'est l'amour. Alors là, on est... Donc dans l'ère du Verseau, Paris sera une ville très très intéressante. Ce sera Auroville. Oui, je ne sais pas. Dans tous les cas, ce qui sera intéressant sur Paris, puisque Paris c'est Isis, qu'on est sur des éléments celtes depuis très longtemps. Donc pourquoi est-ce que dans ce tout grand cycle que je n'ai pas jamais analysé, on continue à être cela? Parce que indépendamment de Haussmann, indépendamment de... pourquoi est-ce que les rois se sont rapprochés de Paris, à quel endroit, comment les axes de Versailles sont lunaires. Il faut que Paris existe. Alors que, voilà, ça veut dire qu'il faut que Paris existe, tu as raison. Oui. Et la Tour Eiffel, c'est très Capricorne. Hein. En plus. Et pas que. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'au-delà de Pluton arrive dans un signe et met le bazar, ce qu'on se rend compte, c'est que historiquement, à chaque fois que Pluton entre dans un signe, il y a une manifestation collective importante. Et on peut retrouver des correspondances au niveau des pathologies du corps humain. La crise du Covid-19, par exemple, on pouvait se dire que c'était peut-être un préambule. Parce que le Verseau est un signe d'air, Pluton va mettre le bazar dans l'air. Donc, on ne sait pas. Donc, soit on le verra par une pathologie physique, soit il se peut qu'on le voit... Ça peut être une pathologie d'ordre d'éthique sociale aussi. Oui. Non, c'est pas forcément... parce que on va tous retomber en épidémie, on va tous être malades. Non. Parce que la pathologie précédente la pathologie Pluton-Capricorne, c'est l'autoritarisme. Et c'est des Trump et compagnie, et le retour de l'autoritarisme, si vous voulez, d'une certaine recherche d'autoritarisme. Et la pathologie de Pluton dans le Sagittaire, on l'a vu avec, par exemple, on en a une manifestation avec le djihad. C'est-à-dire c'était des pathologies de l'illumination religieuse. Et parce que l'illumination, quand elle tombe sur les gens, elle tombe plus ou moins bien, quoi. Et
ça tombe bien pour eux, ça tombe mal pour d'autres. Vous voyez, l'illumination est très difficile à porter. Et donc, la pathologie de Pluton dans le Scorpion, c'était le sida. Dès que Pluton est rentré dans le Scorpion, il y a eu le sida. Et la pathologie de Pluton dans la Balance, c'est plutôt, comme dit Faustine, à ce moment-là, c'est pas que des pathologies physiques, ça peut être des pathologies sociales. Donc Pluton dans la Balance, quand Pluton est rentré dans la Balance, on a eu le beau duo Thatcher-Reagan qui nous ont dit que vraiment, si le monde pouvait être, que tout était marchandise, et que si on pouvait marchander, y compris avec l'Union soviétique, et d'ailleurs, on a marchandé avec les Chinois, finalement, ils sont communistes et encore plus capitalistes que nous. Et en fait, si vous voulez, cette pathologie qui est arrivée dans le monde là, du commerce ouvert à tout, c'est pas qu'une pathologie physique. C'est l'école de Chicago de 1981. Voilà. Premier divorce par consentement mutuel. Oui, en même temps, oui. C'était bien quand même. Bien quand même. C'est pas une pathologie, hein, j'ai pas dit que c'était une pathologie. Non, voilà, c'est... Qu'est-ce que tu voulais ? Par exemple, Pluton dans la Vierge, burn-out, maladie de l'intestin, mauvaise réaction du système nerveux. Donc souvent, quand on a un Pluton Vierge, on aime bien s'occuper de la nutrition de l'intestin. C'est très questionnant, c'est une histoire de pathologie et de génération. Parce que je pense que c'est un truc à travailler parce qu'il y a des pathologies de génération. Oui. Ouais. Le cardiaque avec Pluton-Lion. Le cardiaque avec Pluton-Lion, qui a été très attaqué. Et puis Pluton-Lion, Seconde Guerre mondiale aussi, évidemment. Donc en termes de je mets le bazar sur la souveraineté humaine, on est quand même en plein dedans. Alors des fois qu'on n'aurait pas compris avec le nazisme, on a fait des pathologies cardiaques. Mais vous voyez, tout ça, c'est des sortes de comment dirais-je, enfin, c'est des déséquilibres qui sont là pour qu'on retrouve l'équilibre. Hein, complètement. Ah bah oui. Mais c'est un chantier de recherche pour les médecins. Nous, on ne comprend pas pourquoi. Enfin, vous voyez, je veux dire, ici, c'est un des rares lieux où on entend des astrologues, sur Paris, je veux dire. Donc, on devrait être à travailler avec des chercheurs dans les médecines ou autres. On pourrait leur donner des indications. Mais ça, pour le moment, l'astrologie n'est pas rentrée dans les connaissances qui seraient... Manque d'ouverture. Oui, c'est... Oui, ou méconnaissance. C'est pas prêt. Oui. L'astrologie n'a pas eu toujours... L'astrologie n'a pas toujours eu bonne presse non plus. Mais là, on l'a vu dans la Renaissance, dans le cycle de la Renaissance, la séparation s'est faite par des êtres même comme Kepler, Galilée, puis ensuite Newton. Newton, il était alchimiste. Et tous ces gens-là, ils ont piétiné, ils ont été obligés d'obérer leur partie ésotérique, leur connaissance intérieure, qui était l'astrologie pour Kepler, l'alchimie pour Newton, pour l'objectiver, mais ça a été très utile, parce qu'ils ont créé la science exacte, objective, qui est un des pôles de notre connaissance. Dans le Gémeaux, on sait qu'il y a deux pôles de connaissance, un pôle connaissance extérieure, connaissance intérieure. Mais dans la phase de la précédente, on a séparé le sujet de l'objet. Mais Hahnemann, qui a créé l'homéopathie, lui, il travaillait complètement dans un monde unifié. Il n'a pas séparé, n'est-ce pas, Philippe ? Il n'a pas séparé la science mais les sciences objectives sont nées de la séparation. Ouais. C'est douloureux, elles sont nées d'une grande séparation, mais il fallait le faire peut-être. Vous voulez parler de rétrograde ? Oh, ça c'est peanuts. Laissez tomber, parce que ça c'est des... Alors les astrologues, ils adorent travailler ces trucs-là. Ils vont vous dire c'est karmique, c'est ceci, c'est cela. La rétrogradation fait partie intégrante des cycles proprement dit. Et le moment de la rétrogradation fait en sorte que, si vous voulez, ça repart, ça revient. Et c'est comme le facteur, ça doit passer 3 fois. Et donc la rétrogradation, elle est pour des fois... C'est une boucle. Des fois qu'on n'aurait pas compris, on nous en remet une couche. Mais toutes les planètes rétrogradent à un moment ou à un autre, et on est bien content qu'elles rétrogradent, et il ne se passe pas... enfin, je veux dire, voilà, ça n'amène rien de plus ou de moins, sinon que de revenir sur la question. Oui, c'est là où ça peut être intéressant, je trouve, c'est quand les autres planètes, Saturne, Jupiter, puis les planètes individuelles vont elles-mêmes transiter dessus en direct ou en rétrograde.
Là, ça va être intéressant parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas spécifié, mais il est bien évident que vous allez canaliser votre projet de génération d'abord via Saturne, qui va vous protéger de la puissance des transpersonnels, et que vous allez manifester et animer tout ça par vos planètes personnelles, les aspects qu'elles forment entre elles, avec les transpersonnels, bon, détails astrologiques. Mais du coup, quand les transpersonnels rétrogradent, déjà que les transpersonnels, c'est de l'inconscient, c'est déjà pas simple à capter. Quand en plus ça rétrograde, c'est encore plus intériorisé. Mais finalement, ça rejoint ce qu'on essaye d'amener depuis le début, c'est vraiment ce mouvement de, vous avez vu, de respiration constante. Hein, ça croît, ça décroît. Et il y a beaucoup de disciplines ésotériques, spirituelles, etc. nous disent que l'univers inspire, expire, et que nous sommes à l'image de l'univers. Et au cas où on voudrait, voilà, l'univers c'est nous, l'arbre des séphirotes c'est nous, c'est l'image, bref. Et donc s'il fallait en faire la démonstration, je ne sais pas si on peut parler de démonstration, mais en tout cas l'astrologie a l'air d'aller aussi dans ce sens, d'inspirer, expire. Et donc au niveau de cette fameuse horloge cosmique dont Fanchon vous montrait la représentation, c'est une horloge inversée et ça agit en nous de manière directe, rétrograde, etc. Chaque cycle étant imbriqué les uns aux autres. Bon, après, c'est un petit peu complexe, mais c'est ce qui fait... Merci Fanchon, merci Faustin. Merci. Avec plaisir.